Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. L'inflation continue de progresser, c'est la conclusion à laquelle on parvient après la lecture du rapport du mois d'août de l'Institut national de la statistique INS sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages des deux plus grandes métropoles du pays, à savoir Yaoundé et Douala. Le premier élément qui justifie cette inflation, ce sont les importations. À Yaoundé, le taux d'inflation enregistré sur les produits alimentaires importés est de plus 19,3% contre plus 13,3% sur les produits locaux. Situation presque similaire à Douala, plus 13,8% d'inflation enregistrée sur les produits alimentaires importés et plus 14,4% sur les produits alimentaires d'origine locale par rapport à l'année dernière. Un autre élément à prendre en compte, c'est la hausse des prix des produits alimentaires. Cette hausse résulte de l'accroissement des prix des pains et céréales, 3,1%, et ceux des légumes, 1,5%. Les prix des poissons et fruits de mer, huile et graisse, entre autres, continuent également de progresser. L'accroissement des coûts de l'enseignement est à mettre à l'actif de l'augmentation des frais de scolarité dans certains établissements privés et ou confessionnels, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Ici également, les deux grandes villes du Cameroun tiennent la palme d'or de l'inflation. 2,3% pour la ville de Yaoundé contre 3,0% pour Douala. D'une façon globale, les prix ont augmenté de 0,7 au mois d'août et entre le mois d'août et le mois de juin, alors que Douala enregistre 0,6% pour la même période. En moyenne, sur les 12 derniers mois, l'on souligne le rapport, les prix ont grimpé de 4,3%, ce qui situe la ville de Yaoundé au-dessus du seuil fixé par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée depuis Douala. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Vie chère, pourquoi Vie chère, pourquoi l'inflation continue de progresser? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Fadimatou Papé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alamadou. Bonsoir aux copanélistes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur vos plateaux. Et j'espère passer un très bon moment en compagnie des autres. À côté de vous, lui vient pour la première fois, Michel Messina. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alamadou. Bonsoir à mes co-discutants. C'était un énorme plaisir pour moi et pour Jouvence en tant que, bien entendu, le porte-parole et chargé de la communication du parti Jouvence. C'est aussi la tribune ou l'occasion pour moi ici de dire à la jeunesse camerounaise qui nous regarde en ce moment-ci que le parti Jouvence, de par sa politique définie, sa philosophie définie autant pour moi, est un parti dédié exclusivement à la jeunesse. Et c'est pas un parti, comme beaucoup le pensent, c'est pas un parti sacrificateur qui considère sa jeunesse comme, qui dirait, du bétail électoral. C'est-à-dire cette jeunesse-là qui est sollicitée à la veille des échéances. Jouvence n'est pas ce parti politique. Jouvence, et je suis la preuve par mille que Jouvence fait confiance à la jeunesse. C'est pour cette raison que je suis là. Je crois que je passerai de très bons moments et au sortir d'ici, je sortirai certainement édifié. Voilà, merci. Monsieur Messina. Bonsoir, Odilio. Bonsoir Serge Alain, merci de m'inviter. Je crois que je commence à avoir mes marques, non? Ouais. Il y a un début à tout, hein, avec... Oui.
Et ça fait derrière un plaisir. nouveau sera un ancien, c'est ce qu'on nous disait souvent. Merci pour l'invitation. Je salue les copanélistes, les millions de téléspectateurs. Je salue aussi la maison Equinox parce qu'il y a beaucoup de gens derrière les caméras, derrière les machines. Donc je leur passe bonsoir. Mais je salue comme d'habitude les oubliés de la République. Là, je reviens quand même un peu sur les oubliés de mon village, Minkode même à Macaque. Parce que je crois que dans votre télé, vous avez vu un moment que la maman n'était plus là pour les plateaux de télé, mais c'était parce que il y avait une déforestation sauvage dans son village. Donc, je salue les populations du village de Minkode même et de Macaque. Et puis, je salue aussi toutes les petites mains qui valorisent tout ce qui est artisanat africain. Donc, bonsoir à toutes ces petites mains et elles se reconnaissent. Ouais. Voilà. Vous êtes la preuve, pourtant, quand on vous voit. Merci, merci. À côté de vous, c'est le docteur Siriso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Otto. Le plaisir est renouvelé. Je vais dire bonsoir aux copanélistes, aux deux que je vois pour la première fois, avec qui je vais échanger pour la première fois. Et plus particulièrement, je voudrais dire un bonsoir particulier à mes camarades, mes amis politiques qui sont sortis des geôles du Cameroun il y a quelques jours. Il en reste un peu plus de 70 dans les prisons et qui étaient accueillis aujourd'hui par le président national au siège du parti pour leur souhaiter un bon retour à la liberté. Je n'oublie pas ceux qui restent encore justement dans les prisons de la République. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Je n'oublie maintenant pas les millions de téléspectateurs d'Equinox Soir et toute l'équipe grâce à laquelle cette émission est réalisée. Donc, voilà, docteur Siriso du MRC, Odiliogo, président départemental, la fédération départementale du CRAC. Voilà, je vous ai dit, je vais commencer par les dames, ce programme. Vous êtes allé au marché, comme on dit de manière triviale ces derniers temps, entre le mois de juillet et le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez constaté? J'espère que vous n'allez pas démentir l'INS. Voilà, dites-nous, vous avez fait vos courses, vous êtes allé au marché au mois de juillet, vous êtes allé également au marché au mois d'août. Le constat. Mais quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu le thème, j'étais bien contente. Ouais. Je me suis demandé, est-ce que celui qui me propose le thème est quelqu'un du crack? J'ai dit, tiens, il a craqué pour le crack parce que le problème que vous soulevez aujourd'hui, je crois que c'est un problème de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Donc peut-être, comme on a l'habitude de dire, nul n'est prophète chez soi. Vous voyez bien que les cracks qui vous regardent et qui nous regardent actuellement doivent se dire, tiens, le crack avait eu une vision. Parce que ce n'est pas de la magie de dire aujourd'hui que dans les marchés, les prix grimpent à tout vent. Donc, vous n'osez même plus demander le prix du poisson. Quand on sait que le maquereau qui était le poisson du pauvre est devenu le poisson du riche, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceci est bien parce que quand on refuse d'écouter des voix qui tirent des sonnettes d'alarme, on arrive à cela. Parce que je vais quand même rappeler ici que le CRAC quand même avait un projet de société, c'est-à-dire développer le Cameroun avec 40 mesures par l'agriculture. Donc l'agriculture devait être un levier économique de développement. On ne l'a pas écouté. Et ce projet que le CRAC proposait avait pour seul objectif de réduire la famine, la vie chère, de donner des emplois. On ne l'a pas écouté. Et si on avait au moins écouté ce projet du CRAC, on serait aujourd'hui à avoir quand même un pays où il fait bon vivre pour tout le monde et où les bénéfices du pays sont partagés par tout le monde. Donc vous voyez bien que je ne suis pas surprise de savoir qu'on peut aller aujourd'hui sur le marché et trouver que les prix sont multipliés par 2, par 3, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu écouter ceux qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Et quand on dit dans nos traditions que la rivière est allée tordue, parce qu'elle n'a pas voulu écouter les grenouilles, parce que les grenouilles, généralement, dans une rivière, font hagnon, hagnon, ça dit pas là-bas, pas là-bas. Et personne n'a voulu écouter. Quand le CRAC a fait ses propositions, il y a des années de cela, pour dire préparons notre sécurité alimentaire, préparons notre souveraineté alimentaire, on a dit, c'est un petit parti.
Mais aujourd'hui, ça nous revient dessus parce que le thème du jour est totalement en phase avec ce que le crack proposait et qui n'aurait pas dû nous arriver qu'on dise aujourd'hui que le pain coûte cher ou que la farine, qu'on attende la farine de la Russie ou qu'on attende le blé de la Russie ou qu'on attende qu'il y ait le Covid et que les transports soient augmentés, que l'essence augmente. On aurait pu se protéger de tout cela si on avait seulement écouté le crack. Parce que le crack, c'est croire au Cameroun. Développer le Cameroun, faire de Cameroun une puissance agricole. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, j'espère qu'on va quand même se rapprocher. Parce que ce programme a été quand même proposé aux candidats. En 2018, bon, celui qui avait gagné les élections ne l'avait pas accepté. Donc, mais aujourd'hui, il n'est pas tard. Je crois que ce programme du crack, on peut le remettre sur la table, le suivre et puis sauver des millions et des millions de vies. Parce que la vie chère, c'est pas seulement que le panier de la ménagère est lourd, qu'on ne peut pas l'assumer, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Parce que l'inflation impacte sur la santé, l'inflation impacte sur les transports. Parce que si vous devez faire venir toutes les tomates de l'Ouest Cameroun, alors qu'on aurait pu faire des bassins de production agricole de tomates aussi ici au sud des grands bassins, la tomate qui est transportée de l'Ouest à Yaoundé n'aurait pas le même prix que la tomate qui est produite ou à Obala ou à Balmayo dans les environs. Donc vraiment, il faut savoir souvent écouter des gens qui vous proposent des choses pour le bien de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu éviter cette situation d'inflation si on avait écouté le crack, si on avait écouté Bernard Djonga. Ok. Fatima Tourou également, vous êtes un petit... votre panier, il pèse depuis le panier de la ménagère. Chez vous, il pèse depuis entre le mois de juillet et le mois d'août. Il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Je veux dire, juillet, août, c'est toujours la même période. Ça veut dire qu'il y a une flambée des prix. Ça n'a pas baissé. Ouais. Ça a commencé peut-être avant juillet. C'est quelque chose qui nous asphyxie un peu au quotidien, cette flambée de prix. Parce qu'il faut le noter, le pouvoir d'achat de la ménagère de plus en plus devient faible. Et l'on ne saurait résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau domestique. Pourquoi cette flambée de prix? Il faut déjà identifier les causes. On va voir un peu avec la crise sanitaire qui a eu le Covid, où la Chine, qui est notre partenaire privilégié, on va dire l'usine mondiale même, a opté pour la politique zéro, Covid-0, c'est-à-dire ils ont fermé les frontières et tout. Et ça a entraîné un peu une augmentation des prix générales, c'est-à-dire mondiale. Il faut aussi parler sur le plan local de nos zones de productivité, c'est-à-dire le nord-ouest et l'extrême nord. L'extrême nord avec les oignons et tout ce qu'on peut, les céréales, venant de là. Et un bassin agricole, comme on appelle. Voilà. Et le nord-ouest, on constate que à cause de l'insécurité, la production a fortement baissé. On peut aussi noter par ailleurs le mauvais état de la route qui relie les grandes villes aux villages, on va les appeler comme ça. Et pour l'évacuation des produits. L'évacuation des produits, et ceci entraîne parfois les moments qui viennent de là. On va aller terre à terre, on va laisser le temps aux profs d'être plus théoriques. Les moments qui viennent avec leurs produits en ville pour les écouler, parfois ils n'ont pas une façon de les conserver, et ils rentrent avec, du coup ils se trouvent... Dans liquide pas souvent, vos soins, ils sont obligés de bazarder, non? Comment on va rentrer avec ça? Non, elles ne bazardent pas. Moi j'ai fait un tour dans le marché, et puis je pense lundi, j'ai voulu faire, parce qu'à la maison... je me disais, mais qu'est-ce qui se passe même au marché? Il faut que j'aille toucher du doigt. Et quand j'arrive, je dis, mais quand vous laissez que ça pourrisse comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Je dis, mais madame, on n'a pas récupéré notre argent, on va faire comment? Donc, ils préfèrent laisser la pourrir Et il faut aussi les comprendre, on les comprend, parce que s'ils sont sur le marché, c'est pour gagner et non
pour perdre. Peut-être c'est pas une bonne politique, raison pour laquelle on devrait les sensibiliser peut-être et voir comment subventionner même ce secteur-là. C'est ça le problème. Et je peux aussi noter par ailleurs la faiblesse de l'appareil productif. Nous ne produisons pas au Cameroun. Nous sommes essentiellement, on va dire, importateurs. On a ce problème-là. Nous manquons d'industrie. Or, dans ces moments difficiles, si on produisait localement, on devait rééquilibrer en quelque sorte nos... Odiliogo dit que son parti, le CRAC, a fait des propositions avant même et que les pouvoirs publics n'ont pas accepté. Les propositions, il y en a. Il ne suffit pas de proposer. Il faut passer à l'action. Parce que je pense que le Cameroun a des meilleurs économistes, que ce soit sur le plan théorique ou pratique, et qui font des propositions jours et nuits. Mais l'industrialisation reste notre faiblesse encore. Il faut que nous développions notre pays avec la production, nos productions locales, ces produits de première nécessité que nous pouvons cultiver. D'ailleurs, nous avons vu la guerre en Ukraine. Ça commence à asphyxier complètement l'importation du blé. Or, nous aussi, nous avons la possibilité de cultiver le blé ici au Cameroun. Si nous produisons, nous transformons ces matières premières, ceci pouvait nous donner la possibilité d'être plus à l'aise sur le plan alimentaire. J'ai bien suivi leur proposition. Je suis d'ailleurs d'accord, je suis tout à fait en phase avec eux parce qu'aujourd'hui, nous devons booster notre économie. Booster pour ne pas ressentir cette inflation. On dit qu'au Cameroun, en ce moment, il est de 4,2. 4,2, ça veut dire que nous avons dépassé le seuil qui est de 2%. Maintenant, si d'ici décembre, on projette 5%, ça veut dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce taux-là. Le dernier en date, c'était en 2008, je pense, si mes souvenirs sont exacts. Il était de 5,3%. Et c'était l'un des pics les plus hauts que nous avons atteints ici. Je pense qu'il est d'urgence que notre politique publique fasse quelque chose. Okay. Voilà, Messina, l'INS a fait son étude sur 2 villes, Douala et Yaoundé. Le rapport est clair, la vie est de plus en plus chère à Yaoundé et Douala, surtout en cette période entre juillet et le mois d'août. Est-ce que vous avez pour vous une explication à cela, pour comprendre que ce soit plus cher à Yaoundé et Douala? D'abord, c'est Jalon Outou. Je vais rappeler à toutes fins utiles que le gouvernement, le régime de Yaoundé, au lieu d'être préventif, il est curatif. J'ai écouté attentivement la maman Odiliogo du CRAC et je peux dire qu'elle m'a coupé l'herbe au pied lorsqu'elle a rappelé les grands travaux du brillant économiste Albert Djongang. Bernard Djongang, autant pour moi. Je pense que le problème est ailleurs. Mais alors, avant de revenir sur pourquoi est-ce que le gouvernement est curatif plutôt que d'être préventif, essayons un peu de revenir sur la théorie afin de baliser normalement le chemin. Alors moi, je me suis amusé à prendre les 2 variables que sont la vie chère et l'inflation. Oui. Et j'ai pris l'inflation comme étant la variable explicative et la vie chère comme la variable expliquée. Et entendons ici que la variable expliquée est ce que le commun des Camerounais veut comprendre ici là. Pourquoi est-ce que la vie chère, pourquoi le panier, il y a cette perte drastique du pouvoir d'achat dans les marchés. Lorsque j'ai dit ça, je vais revenir aussi sur la nuance ou alors l'incompréhension qui se situe souvent sur la notion de l'inflation.
L'inflation, couramment on le dit, c'est une perte du pouvoir d'achat traduite par l'augmentation générale et durable des prix. Mais cette inflation ne se traduit pas seulement sur l'augmentation générale et durable des prix. Il y a aussi à côté une inflation induite de la monnaie. Il y a l'inflation induite des coûts. Vous avez entendu parler du fret maritime. On a aussi l'inflation sur la structuration des prix. Alors quand j'ai dit ça, je peux revenir sur les causes. Et je comprends que la dame à ma droite essaye un peu comme ce régime qui nous gouverne de travestir l'économie, c'est-à-dire endosser la responsabilité au choc exogène. Mais moi, je pense que le problème... Est-ce que c'est à négliger tout ce qui nous arrive là? Est-ce qu'il ne faut pas intégrer ça? C'est vrai. Pas dire que c'est l'essentiel, mais est-ce qu'il faut balayer ça? Il ne faut pas tenir compte du contexte. Nous devons tenir compte du contexte. Déjà, c'est un vieux discours et c'est un vieux débat. Il me semble que vous êtes appesanti longuement sur ce sujet avec bien évidemment le guide. Et il ressortait toujours que le problème de l'inflation ou de la vie chère relevait juste de la théorie du complot ou de ce qu'on a appelé la provocation en tout cas de l'inflation qui profite ici là au capitaine d'industrie que notre guide appelle trivialement les bails mais internationaux. Voyez-vous ces jalons autour, j'aimerais qu'on me dise, peut-être mon cerveau me joue des tours, mais je veux qu'on me dise si par le phénomène de l'héliocentrisme de Galilée, nos terres se seraient déportées pour se retrouver en Ukraine, parce que j'ai comme l'impression que on veut balancer ou alors imputer toute la responsabilité au fait qu'il y a cette crise russo-ukrainienne. Mais est-ce que nous avons écouté nos brillants économistes? Il y a des recommandations, autant pour moi, qui sont formulées ici et là, mais qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas prises en compte. Vous l'avez suivi avec la dame. Elle a fait pas mal de propositions au gouvernement qui reste toujours sous, qui veut toujours sauvegarder soit la chasse aux pêchoirs, soit la préservation de leurs avoirs. Et donc moi je pense que je vais rejoindre l'analyse de mon guide qui pense que c'est une théorie de complot et une provocation même de l'inflation. Ok, voilà. Docteur So, je reste sur cette question. Est-ce qu'il y a une explication que Yaoundé, Douala soit comme ça à la ville où l'inflation continue de progresser? Oui, il y a des explications, elles sont nombreuses. Mais avant de venir aux explications, je voudrais faire quelques correctifs par rapport à tout ce qui a été dit. En 1994, le Cameroun a connu son pic d'inflation, qui était de 35%. À la suite de la double baisse de salaire de 93 et de la dévaluation du franc CFA de janvier 94. Le Cameroun a connu un pic d'inflation de 35%. Record 35% en 94. Ok. Maintenant, avant toujours de venir à votre question sur ce que vient de dire mon dévancier, je suis un peu embêté. J'évite énormément de parler de théorie économique quand je suis sur votre plateau. J'essaye autant que faire se peut d'être pratique pour que les gens perçoivent ce que je voudrais dire. Parce que quand il essaye de faire une dichotomie entre la vie chère et l'inflation, en termes d'analyse économique, si on veut faire une analyse économique, c'est la même variable. L'une ne peut pas être dépendante et l'autre indépendante, ou expliquée et explicatif. On ne peut pas les dissocier. Ils traduisent la même chose. Là, si la vie est chère, c'est parce que les prix sont élevés. Et l'inflation, c'est l'élévation des prix sur la durée, comme vous avez dit. Donc, on ne peut pas faire cette dichotomie. Donc, si cela est dit et que mes étudiants comprennent qu'il n'y a pas
cette nuance à faire. Maintenant, je peux arriver à votre question. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène de spirale de l'inflation. La spirale de l'inflation vient de quoi? C'est que un premier se lève et augmente ses prix. Lorsqu'il a augmenté ses prix, moi, le second, producteur également ou commerçant, je me rends compte que pour obtenir son produit, il faut que je dépense plus. Donc, ça réduit ma marge. Conséquence, pour que je puisse maintenir ma marge, il faut que j'augmente également mon prix. Pour maintenir justement mon gain, mon profit. J'augmente mon prix. Et cela se répète comme ça, de commerçant en commerçant, donc de secteur en secteur de l'économie. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons maintenant. C'est-à-dire que tant que l'État n'interviendra pas, et c'est le reproche fondamental qu'il faut faire à l'État aujourd'hui, c'est d'être resté bouche bée par rapport à cette situation. Chaque secteur, pour pouvoir préserver sa marge, va tenter d'augmenter ses prix pour rattraper l'écart qui s'est créé du fait de l'augmentation du prix d'un autre produit. Et c'est comme ça que ça va circuler et on rentre donc dans ce que j'ai appelé la spirale d'inflation qui va aller progressivement tant que l'État restera inerte parce que l'État seul a les moyens de pouvoir contrôler cette situation. Parce qu'en fait, si je suis d'accord avec le représentant de Jouvence, oui, que l'inflation peut être artificielle, il faut bien expliquer que lorsqu'on évoque l'extérieur, ce n'est pas parce que la Chine a fermé ses frontières. Tous les pays avaient fermé leurs frontières, même le Cameroun. Oui, justement. Une des premières Tous mesures, les pays avaient fermé leurs frontières, justement. Ce qu'il y a eu au plan international depuis 2020, c'est que le coût du transport a augmenté et les prix des carburants. Sauf que quand on prend une économie comme le Cameroun, l'augmentation du carburant, du prix du carburant, lui profite, puisqu'il est exportateur net de carburant. Donc il tire davantage de profit de cela. Ouais. D'où d'ailleurs la révision du budget cette année, ouais, qui découlait justement de l'augmentation des recettes pétrolières tirées sur le marché. Donc c'est le premier aspect. Mais l'aspect extérieur ne peut pas expliquer l'inflation dans laquelle nous nous trouvons. La preuve, dans les statistiques que M. Otto nous lit tout à l'heure, à Douala, les prix des produits locaux ont augmenté plus que les prix des produits importés. Donc cela ne peut pas s'expliquer. C'est la spirale d'inflation qui explique justement ce phénomène. Et tout cela du fait de ce que l'État, jusqu'à présent, reste inerte. Et on peut penser à un certain moment que l'État gagne à laisser la situation pourrir. Parce qu'on n'a pas toujours pris le temps d'évaluer les décisions que prend l'État à un certain moment sur les activités qui touchent au peuple. Je reviens sur une décision où à un certain moment l'État dit désormais il ne faut que des emballages biodégradables. La conséquence c'est quoi? C'est qu'à partir de ce moment on a vendu les emballages sans jamais avoir d'emballage biodégradable. La seule conséquence c'est que les emballages sont devenus coûteux pour le consommateur. Les emballages qui se donnaient gratuitement, sans changer de nature. À la sortie du supermarché, on vous dit, voilà, on vous vend. Sans qu'il n'y ait eu d'emballage biodégradable, l'emballage est devenu coûteux, coûtant pour le consommateur. Et l'État n'a jamais revu sa position par rapport à cela. On peut prendre ici des tas d'exemples. Si on prend le whisky en sachet en même temps, il est devenu plus coûteux depuis l'époque où l'État a dit « j'interdis » parce qu'il a créé une pénurie artificielle qui a fait grimper le prix. Le whisky en sachet n'a jamais disparu et l'État regarde. Donc on se demande à un certain moment quelle est l'intention
de ceux qui prennent de telles décisions, parce qu'à la fin, ça crée un manque à gagner pour le consommateur final. Ça participe à rendre la vie plus chère ou à réduire le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, il faut à un certain moment que l'État s'interroge lui-même sur les mesures qu'il prend sur le marché, avec les implications relativement aux consommateurs, relativement au pouvoir d'achat et un ensemble d'autres considérations. Donc, effectivement, il y a flambé de prix sur les marchés, pas seulement de Yaoundé et Douala, sur quasiment tous les marchés, mais les causes ne sont pas celles qu'on nous annonce. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, je demande quels sont les produits ukrainiens ou russes que le Cameroun importait, excepté le blé. Le blé. Les intrants agricoles, il nous est plus facile de les prendre au Nigeria qui est plus proche. Et cela réduirait le coût de transport. Parce que, en termes d'engrais, le Nigeria est devenu aujourd'hui l'un des premiers producteurs d'engrais au monde. Pas en Afrique, au monde. Donc, si on laisse l'engrais au Nigeria pour aller le prendre en Ukraine ou en Russie, et en fait, cela veut dire qu'on n'est pas rationnel. Le coût de revient, le coût de transport qui pèse sur un bien venu de Russie ou d'Ukraine et le coût de transport du Nigeria pour le Cameroun, ce n'est pas comparable. Et donc, on ne peut pas évoquer la question des intrants agricoles en termes de produits d'importation du Cameroun vis-à-vis de ces deux pays. Donc, la hausse généralisée des prix qu'on annonce en évoquant l'Ukraine là, c'est une connerie. C'est une très grosse connerie. Cela n'a aucun sens au plan économique. Voilà, mais malheureusement, nous sommes là, ça revient toujours. Ukraine, Covid, on n'y échappe pas à ce discours. Pour ce qui est du Covid, oui. Là, je fais l'effort. Vous achetez pour Covid? Fait, je fais d'abord l'effort de dire le Covid. Oui. Parce que les Français nous ont tellement tourné avec cette affaire qu'à la fin, on ne sait pas si c'est le Covid ou c'est la Covid. Pour ce qui est du Covid, il est indéniable que le Covid a eu des répercussions sur nos économies. Mais il faut nuancer sur le plan camerounais. Les produits camerounais d'exportation ont connu une chute des prix. Vous vous rappelez, à l'époque, le marché de la tomate, où on ramassait quasiment de la tomate, puisque les marchés extérieurs alimentés par le Cameroun étaient fermés. Les prix ont chuté. Si vous prenez les safous que nous appelons vulgairement les prunes, les prix ont chuté. Ce sont les produits d'importation qui ont connu une hausse des prix chez nous. Peut-être que le produit local qui a eu un comportement contraire, c'était le citron. Parce que quand le Covid se lance, on commence à vendre un fruit de citron à 50 francs ou à 100 francs même. Voilà. C'est peut-être... Vous avez tout un plastique de citron à 100 francs. Donc il faut nuancer encore là sur les éléments relativement au Covid. On peut parler un peu, quand vous dites la spirale, ça sous-entend la spéculation des commerçants sur le marché? Tout à fait. Voilà. Et c'est pourquoi on dit que c'est artificiel. C'est même ça la base en fait de l'inflation. C'est d'autant plus regrettable que l'État n'agit pas. On est dans un pays où les prix sont administrés, donc les prix viennent de l'État. Et depuis que cela se passe ainsi, l'État regarde faire. Ok. Voilà, Odile Yogo, il y a un autre élément qui rentre dans ce rapport de l'INS. Il parle de l'accroissement des frais de scolarité, surtout dans les établissements confessionnels. À Yaoundé, Douala. Mais à partir du moment où ils veulent tout augmenter, ils vont tout augmenter. Il ne manque plus que d'augmenter l'air que nous allons respirer. Parce que je ne comprends pas comment nous sommes dans un pays où le président de la République est entouré de tous les experts qui ne savent que lui proposer des choses pour taxer les populations et personne ne lui propose quelque chose pour augmenter les salaires.
Parce que si on augmentait les salaires, ouais. on verrait que la rentrée scolaire serait moins chère aussi. Mais à partir du moment où tout augmente sur le marché, tout ce qu'on reçoit est cher, l'air même qu'on respire devient cher, et la seule chose qui n'augmente pas, c'est le salaire. C'est normal qu'au niveau des écoles aussi, que les scolarités augmentent. Mais moi je pense que Serge Alain, c'est vrai qu'on va nous dire qu'il y a le Covid, il y a la Russie, il y a tout ceci, mais je pense que c'est simplement ne pas appliquer une politique de prévention qui peut nous éviter certains problèmes. Moi je dis à l'école sous l'arbre, on va essayer d'expliquer simplement les choses, parce que moi j'ai mes fans là de l'école sous l'arbre, ils me regardent. Je vais prendre un peu le cas des billes de bois que l'on sort. On coupe des billes de bois, on les sort en les achetant moins cher. Elles vont à l'extérieur et quand elles reviennent, ces billes de bois sont des meubles qui coûtent très cher. Pourquoi l'État, au lieu de sortir des billes de bois brutes, ne mettrait pas des usines de fabrication localement pour que le meuble qui est fabriqué avec le bois qui sort de cette forêt soit vendu sur place et serait vendu moins cher parce qu'il n'y aurait pas de transport, il n'y aurait pas de main-d'œuvre étrangère qui est plus chère et cela permettrait au moins de limiter, de stopper le chômage, de stopper l'exode rural. Et cela ferait même une explosion des talents. Les gens créeraient, il y aurait des génies qui seraient là pour inventer comment faire des chaises, comme j'ai vu l'autre jour, celui qui fait des chaises en bois lourd là, j'ai oublié son nom, un artiste, mais il fallait voir ce qu'il faisait avec du bois. Et quand on lui a demandé, mais où est-ce que vous prenez votre bois? Il dit ce sont pratiquement les troncs abandonnés que les forestiers laissent. Oui. Et c'est ce que moi je vais donc récupérer pour faire ces chaises. Mais quand il faut acheter ces chaises, les gens disent oui, mais il est vraiment cher parce que les prix qu'ils donnent pour du bois comme ça, alors que les chaises ou les salons préfabriqués qu'on nous envoie ici souvent avec des déchets de bois, en bois mâché, sont beaucoup plus chers. Donc le véritable problème, ce que je comprends pas, Serge Alain, c'est que le président de la République a dit nous devons consommer local. Oui. Voilà encore une autre déclaration comme Santé pour tous en l'an 2000. Quand le président lui-même dit produisons ce que nous devons consommer. Quand lui-même il dit la terre ne ment pas. Et qu'on nous dise que c'est lui le plus gros agriculteur. Mais je suis gêné quand je suis dans un débat où on dit que le Cameroun a un problème de nourriture quand le premier agriculteur, c'est le président de la République. Il y a un problème. Parce que s'il est le plus gros agriculteur, si c'est lui qui devait nous servir d'exemple, ça veut dire qu'il devait être beaucoup plus prévoyant sur tout ce qui pouvait arriver dans ce domaine de l'agriculture. Et comment vous ne voulez pas que la scolarité soit chère quand, par exemple, celui qui va, le papier, les cahiers et les livres et tout, ce sont les billes de bois qui sortent, qui sont exportées pour fabriquer du papier. On ne le dit pas aux gens. Pourquoi on ne fabriquerait pas les livres, les cahiers, tout sur place alors que nous avons des forêts, nous avons du bois? Donc, vous voyez que tout est mis en œuvre pour qu'on sorte tout en brut et que cela nous revienne en produits finis chers. C'est ça le véritable problème. Il faudrait fabriquer des choses localement, il faut produire localement, il faudrait produire massivement même. Parce que plus vous produisez massivement un produit, plus le produit baisse, le prix baisse. Et quand vous produisez massivement, quand vous transformez, quand vous industrialisez et quand vous savez conserver, vous essayez quand même de vous mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire ou de l'insécurité économique. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais tout à l'heure, Madame Pabé parlait des tomates qu'on est obligé de jeter parce qu'il n'y a pas la conservation, il n'y a pas la transformation. S'il y avait de la transformation, on ne jetterait pas les tomates, les mangues, tout. C'est-à-dire quand ton produit n'est pas vendu, vous passez dans un marché, vous trouvez des pourritures partout, alors qu'on pourrait transformer rapidement cela en conserve de tomates, en conserve de mangues. Non, on ne prévoit pas tout ça. Nous, c'est vraiment, nous sommes dans la... Moi, je dis souvent, nous sommes... Donne-nous le pain de ce jour, quoi. C'est-à-dire quand on prie, on dit donne le pain du jour au jour, c'est même pas le pain de 10 jours. Alors que si on produisait massivement, si on transformait, si on industrialisait, si on commercialisait, si on conservait, on garderait le pain pour peut-être 100 jours. On ne serait pas aujourd'hui dans la vie chère. Mais le véritable problème, c'est qu'on a beau dire
Bon, c'est vrai qu'on nous dit que nous avons les plus grands économistes. Mais quand on a les plus grands économistes du monde, c'est pour ne pas souffrir. Mais comment cela se fait que nous avons la Dream Team des économistes et ils ne prévoient pas de nous mettre à l'abri quand la Russie ou l'Ukraine toussent. Et nous tous, nous nous retrouvons enrhumés ici. Moi, je crois qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que nous ne sommes pas prévoyants, nous ne sommes pas vigilants. Mais s'ils font des vigilants. propositions comme votre leader Bernard Djonga, ils ne sont pas écoutés. Mais les propositions qu'il a donc faites, qui les a acceptées? C'est ce que j'ai dit donc, les grands hommes que vous citez tantôt, s'ils font des propositions, ils ne sont pas écoutés. Bon, Vous voulez qu'ils fassent quoi? qu'est-ce qu'on fait? On finit peut-être par être malade, on tombe malade et on se retrouve à 2 mètres sous terre. Parce qu'on ne vous écoute pas. Parce que vous savez, les combats là ne sont pas faciles. Hein. Oui. Aujourd'hui, si nous sommes assis et que nous mangeons le poulet local dans nos assiettes, c'est parce que quelqu'un a été traîné dans les caniveaux, tabassé, avec des habits déchirés. Mais vous croyez que ça n'impacte pas? C'est Bernard Tapie qui disait un jour au sujet de son affaire Adidas, on lui dit, mais vous avez gagné le procès Adidas finalement. Il dit, oui, je l'ai gagné, mais j'ai gagné aussi un cancer dans ce combat. Donc ça veut dire que les combats aussi lourds comme celui de la vie chère, vous rentrez dedans, vous alertez, on ne vous écoute pas, mais vous vous asseyez, vous vous demandez si c'est vous qui êtes fou. Parce que ce que vous proposez, c'est pour le bien de tout le monde. Vous avez vu au comice de Bolova, il y avait tout un pavillon qui était les boulangeries vert jaune. Mais on a fait traverser le président devant sans y entrer, parce qu'on ne voulait pas lui montrer que voilà des boulangeries vert jaune avec des farines locales. En 2011, il serait rentré dedans. Il aurait vu, il aurait demandé, il aurait dit, essayez de répercuter cela un peu dans le Cameroun pour voir ce que ça donne. On ne serait pas aujourd'hui à parler du problème de blé. Pourquoi ils ont fermé la Sodéblé? Voilà, justement. Mais il y avait la Sodéblé, ils l'ont fermé. Pourquoi est-ce que les tracteurs poussent dans la brousse? Au lieu que le manioc, le maïs et les patates poussent en brousse, ce sont les tracteurs qui poussent. Les tracteurs qui doivent aider à cultiver. Pourquoi? Mais posez-vous bien des questions, ça veut dire, généralement on refuse d'écouter parce que quand ça ne vient pas de moi, ça veut dire je ne prends pas. Et dans un pays, quand on refuse d'écouter, même le plus petit parti qui peut vous proposer quelque chose qui est pour le bien du peuple, sachez que ça va nous revenir à tous dessus. Parce qu'on aurait pu être tous sauvés comme des gens sensés. Nous sommes en train de mourir, nous tous, de faim comme des idiots. Parce que je ne pense pas que le pain que nous achetons à 150 francs aujourd'hui, quand ils sont dans les villes, dans les maisons cossues, ils achètent le pain là-bas à 100 francs. Non, ils achètent au même prix. Cela veut dire que cela nous revient. Mais je pense, Serge Alain, qu'il est très important de savoir que quand il y a des propositions, c'est-à-dire l'agriculture est un levier économique important parce qu'à l'agriculture, vous raccrochez beaucoup de choses. L'agriculture permet à des gens d'être en santé. Parce que c'est quand vous êtes en santé que l'État économise pour ne plus dépenser sur la santé aussi. Et l'État a une population vaillante qui peut travailler. Et quand vous êtes en santé, vous pouvez vous déplacer. On a parlé du transport. Mais pourquoi les prix n'augmenteraient pas si aujourd'hui, un billet d'avion qui coûtait peut-être 600 € se retrouve à 1200 €? C'est pour le gazon. Tout ça là, tout est impacté. Tout est impacté. Donc moi je pense qu'il faut par moment vraiment que ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, écoutent un peu les sirènes qui disent prenez peut-être cette direction parce que depuis que nous marchons de l'autre côté, ça ne va pas. Voilà, tout est impacté, Fatima tout. Parce qu'il y a des subventions à donner aux agriculteurs. Serge Alain, pourquoi est-ce que le 15 octobre, on ne fait pas défiler aussi les agriculteurs au boulevard du 20 mai pour honorer l'agriculture? Le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est la journée de la femme rurale. Mais la femme rurale n'est limitée qu'à aller applaudir quand il y a des gens qui arrivent au bord de la route, aller danser, on tombe des tam-tams, on danse. Mais pourquoi? Il faut honorer, même si vous n'aimez pas l'agriculture, aimer les agriculteurs. Parce que quand la table est remplie, la maison est heureuse. Mais quand la table n'est pas pleine, vous allez voir un homme marcher en route en faisant la tête comme ça. Oui, merci. Merci. Voilà, pratiquement tout est impacté, mais il y a le problème là. Pourquoi ces établissements-là profitent de cette situation pour augmenter les frais de scolarité? Qu'est-ce qu'ils ont C'est l'Ukraine aussi? On va d'abord commencer par dire bonne fête aux enseignants. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre. La journée des enseignants et vraiment, personne n'y a pensé sur ce plateau. Moi, vraiment, nous en excusons et nous vous devons tout. Bonne fête à vous les enseignants, vous les seigneurs de la crèche. Et pourquoi est-ce que
Ça impacte sur les frais de scolarité. Les villes de Douala et Yaoundé, selon l'INS. Pourquoi ça impacte? On dit c'est général. Quand il y a une inflation, elle est générale, que ce soit le secteur éducatif, le secteur de transport, le secteur alimentaire, tout est généralisé. C'est normal qu'il y ait cette flambée de prix. Du moment, c'est normal que cela impacte le secteur éducatif. Parce que souvenons-nous, il y a peu, on essayait encore de dire que, on le dit même jusqu'à présent, pas qu'on essayait, on le dit jusqu'à présent, que l'enseignement au niveau public est gratuit. Mais aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir si elle est vraiment gratuite, vu les frais de l'APO qui augmentent. Tout ça, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants peut-être qui doivent aller peut-être dans les zones un peu reculées. Et on se dit qu'en payant peut-être plus, on pourra aussi régler la facture des salaires, par exemple. Mais moi, je ne comprends pas jusqu'à ce niveau. Il y a urgence à réguler ce secteur-là. Parce que c'est pas parce qu'on a une flambée de prix au niveau du marché qu'au niveau de des écoles privées, on va dire les frais de scolarité augmentent. Il faudrait que l'État revoie un peu cette politique comme c'est privé. Parce qu'il faut le noter, hein, ils bénéficient de certaines subventions. Et parce qu'ils bénéficient de certaines subventions, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont aussi en rareté de ressources. Vu que la scolarité au niveau du privé est parfois le quadruple, le cinquième de la scolarité au niveau du public. Je pense qu'il y a matière à régulariser ce secteur parce que certaines personnes essayent de juste exagérer, ils exagèrent dans leur politique éducative. Pour répondre un peu à ce que disait Madame Odi Yoko, on dit c'est pas que moi je ne comprends pas bien quand vous dites, ou bien je refuse de comprendre quand vous dites que c'est les propositions qui manquent. On n'écoute pas les propositions, on écoute très bien les propositions. Je pense qu'il faut booster plutôt la production. Il faut industrialiser, il faut mécaniser. On va passer à la mécanisation de l'agriculture. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, comment faire? Il faut des décisions fortes. Quelles décisions fortes? Parce qu'il faut acheter les machines. Pourquoi pas? On a même des ingénieurs ici, des ingénieurs polytechniciens et agriculteurs, c'est ça? Oui, les techniciens agricoles, voilà. C'est le moment peut-être de nous faire, de mettre sur la table voilà, leur génie. Et c'est normal qu'ils le fassent. Ils ont besoin d'accompagnement aussi. Oui, on ne refuse pas si les accompagnements sont là. Imaginez-vous qu'il y a des subventions au niveau du ministère de l'Agriculture. Pourquoi ne pas accompagner cela? Est-ce que c'est les subventions qui manquent? Les subventions ne manquent pas. On dit, ils savent ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme si on venait, on va pas tirer sur les ingénieurs, mais je pense qu'on doit être en interconnexion. Et ça veut dire qu'ils doivent aussi apporter leur part. Au-delà des ingénieurs, si vous allez dans les quartiers, c'est-à-dire autour de nous, nous avons ces génies qui n'ont pas été à l'école. On m'a parlé une fois de quelqu'un là dans le Nyong-Ekele qui fabrique la machine d'engrenage là, où on met, voilà. Il est déjà peut-être à 5 machines. Pourquoi ne pas booster son économie?
Pardon? Il y a un jeune du crack qui le fait avec Jason. Voilà, par exemple. Donc, il faut donc nous sommes dans l'action. Voilà, il faut subventionner ces gars. Il faut mettre le paquet pour qu'on puisse booster notre production. Je ne vais pas parler ici de peut-être de la manière dont ces entreprises sont sélectionnées. Si vraiment on pense que, parce que chaque année au niveau des PME, il y a des entreprises qui reçoivent des subventions. Quels sont les critères pour que ces entreprises reçoivent Moi, je travaille avec, je ne travaille pas, mais je crée les PME. Oui. Et tous me disent qu'ils ont un problème au niveau de la subvention. Pourtant, au niveau du ministère des PME, on donne les subventions. Tout est subventionné, même au niveau de l'agriculture. Donc, ça veut dire, si on bat... Donc, c'est aussi facilement, comme vous dites, là? Justement, moi-même, je me demande qu'il faut qu'on revoie les critères d'obtention de ces subventions. Donc, ce n'est pas qu'on donne ça facilement. Si j'en parle, c'est parce que beaucoup s'en plaignent. Et on pense qu'il faut revoir ces critères d'obtention de ces subventions. Oui. Il y a vraiment ceux qui peuvent nous aider dans notre appareil agricole. Ainsi, ça pourra un peu relever le panier de la ménagère. Je n'ai pas fini Serge Alain, tous les gens parlent ici. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que j'ai dit qui va à l'encontre de tout ce que vous citez là. Non, parce que moi je n'ai pas, j'ai seulement dit, vous insistez plus sur les propositions. Oui, on a besoin des propositions parce que ce qui est sûr, les mêmes propositions sont sur les tables. Il faut l'applicabilité de ces propositions. Bon, moi, je suis de quel parti et vous êtes de quel parti? Qui applique? Il faut l'applicabilité. Le Cameroun est fait de tout le monde. Portez donc le message alors. Je pense que nous, en débattant aujourd'hui sur ce problème nous touche tous. Oui. En débattant sur ce problème, on devrait plutôt sonner le... Mais merci beaucoup de porter le message du CAC alors. Et dire à ceux qui prennent les décisions, vraiment de voir ce qu'il y a lieu de faire. Du moment où les salaires on n'a pas augmenté les salaires, il faut qu'il y ait une bonne politique agricole, mécaniser, organiser le secteur de l'industrie, la transformation. C'est ce qui nous manque ici. Réduire le train de vie, le président Biya en parle tous les jours. Mais c'est comme si quand il dit réduire le train de vie, d'autres accéléraient. Et il faut le non, vraiment, laissons la politique. On parle de l'économie. Le président dit une chose, on fait le contraire. Mais il y a toujours les brebis galeuses. Qui doit sanctionner? Il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Voilà, donc c'est bien dit. Voilà, c'est de ça qu'il faut attirer. C'est ça qu'il s'agit, quoi. Nous attirons l'attention du président de la République dans ce sens. Merci. Vraiment, qu'il tape la main sur la table et que ceux-là qui sont chargés de prendre les décisions le fassent. Merci beaucoup. Voilà, mais sinon, justement, je vais insister sur le cas de ces établissements privés ou confessionnels qui ont décidé d'augmenter ces frais de scolarité-là. Est-ce qu'ils ne font pas ce que le gouvernement n'arrive pas à faire? C'est-à-dire en augmentant ces frais. On suppose que les salaires là-bas vont être revus à la hausse, parce que lorsque ces enseignants se rendent, bien leurs épouses, se rendent dans les marchés, les prix ont augmenté. Est-ce qu'ils n'ont pas compris ce que l'État tarde à comprendre? Est-ce que ça ne se répercute pas sur les salaires? Ça ne devrait pas. Les enseignants là-bas. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir sur ce qu'a dit Fadimatou, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Bon, je me rends compte que la dame du RDPC, Madame Fadimatou, s'exprime ici avec beaucoup de détachement. Or qu'en réalité, le RDPC a reçu mandat de diriger ce pays. Et puis, quand un communicant du RDPC peut arriver sur le plateau et faire les mêmes reformulations que nous de l'opposition faisons. Est-ce que c'est bon? Elle est condamnée à dire... Non, elle est libre de voir le monde comme... Non, c'est... Je vous rappelle que je suis financière à la base. Je ne... Je ne suis pas obligée de faire ma politique.
là où il ne faut pas. Je ne refuse pas. Voilà. Mais elle représente ici, je veux qu'on retienne que Madame Fadima représente ici le RDPC. Et donc, lorsqu'elle parle des décisions fortes, je suis d'accord. Et je me dis qu'au travers peut-être de son aura et de la tribune que vous nous offrez, le RDPC et les décideurs pourront peut-être l'écouter. Justement. Alors surtout quand ça vient de quelqu'un du RDPC. Vous pensez que ça peut aller plus vite? On écoute plus à 1000. On se dit, mais voilà. ça rejoint un peu l'un des points de la philosophie de Jouvence. Ouais. À savoir le premier point qui dit que notre cible n'est pas tout de suite le président de la République, mais son entourage. Ouais. Donc ça rejoint ce que la dame dit. Mais qui nomme cet entourage? C'est le président de la République. Il est, comme ce que Odilon Barrault dit, il est ce marteau, il est ce manche-là qui est raccourci. Ouais. Voilà. Et ses responsabilités sont transférées à ces sujets. Alors ces sujets-là doivent faire le travail. Et quand les sujets ne font pas le travail? Il est clair que le chef doit... Il est clair que le chef... Comme on constate donc que le marteau ne cogne pas. Justement, c'est pour ça que nous, de l'opposition, nous faisons notre travail, nous à Jouvence. Ouais. Nous faisons notre travail tout en disant au régime en place que s'ils sont dépassés, comme on dit vulgairement au quartier, par les événements, qu'ils passent tout de suite la main. Ouais. Alors, je vais revenir à votre... Est-ce que cette augmentation des frais de scolarité, là, ce n'est pas parce qu'on veut faciliter la tâche aux enseignants qui exercent là-bas, dans ces établissements, au personnel? Nous allons... Moi, je vois le problème, je vais remonter le problème à partir des ajustements structurels que nous avons vécu entre 86 et 87 dû à la baisse drastique de nos revenus d'exploitation. Ouais. Et au lendemain de cette baisse drastique de nos revenus, le FMI nous a imposé un certain nombre de choses. Déjà au niveau de l'éducation, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Déjà, le premier coup, c'était l'intégration des enseignants qui a été écartée, la baisse drastique des salaires. Si je prends seulement ces deux cas, nous allons comprendre pourquoi est-ce que les gens du privé essaient aussi de tirer leur épingle du jeu, essayer un peu d'apporter certaines améliorations sur leurs services, parce qu'ils proposent des services, et pour qu'ils s'en sortent, comme on dit au quartier, il faudrait qu'ils essayent un peu d'appuyer fortement sur ces leviers-là pour pouvoir payer, supporter les charges et gérer naturellement leur personnel. Moi, je pense que c'est ça. Et je veux aussi recueillir l'avis avant le journal du docteur Sow. Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est-à-dire augmenter les frais de scolarité parce qu'on veut... Ce que l'État refuse de faire pour le reste de la population. Au privé, on a compris ça? Non. Ce n'est pas ça? Non. On reste dans la même spirale de l'inflation, tout simplement. Parce que l'augmentation, si elle avait suivi une hausse annoncée des salaires des enseignants dans le privé, on l'aurait compris. Et cela se serait expliqué. Voilà. C'est pas le cas. Et jusqu'à présent, même après qu'on ait appliqué cette augmentation, aucun responsable ou d'une école ou d'un collège privé n'a annoncé que son personnel aura une réévaluation de son salaire. Donc, ça ne peut pas se comprendre dans ce sens. Pourquoi ils font ça? Comment vous expliquez ça alors? J'ai failli utiliser une expression vulgaire. Profiter de la pluie. On connaît la suite. Merci. En fait, c'est tout simplement cela. Les gens observent justement l'État. On constate que l'État est dans la situation de ce que son guide a reproché à ses propres gens, l'inertie. Si vous vous rendez bien compte, si vous observez bien l'économie camerounaise, de novembre à décembre chaque année,
il y a une hausse de prix sur les produits agricoles, les produits de consommation courante là, qui ne s'efface pas par la suite. Chaque année. Sauf que depuis 2020, qu'est-ce qui se passe? Après qu'on ait eu l'augmentation normale de novembre à décembre 2019, le Covid s'est installé et ça a entraîné d'autres augmentations qui n'ont pas été résorbées. Dans d'autres pays, lorsqu'il y a une telle inflation, en fin d'année, l'État s'ajuste. Il dit pour compenser en termes de perte de pouvoir d'achat, on ajuste les salaires. C'est comme ça que ça se fait dans les pays normaux. On ajuste les salaires pour résorber l'inflation. Mais la dernière hausse de salaire au Cameroun date de 2014. Il était de l'ordre de 5% à peu près. Avant 2014, c'était l'augmentation non voulue, imposée de 2008 suite aux émeutes de la faim. Et les deux augmentations jumelées ne font pas le 10e de la perte du pouvoir d'achat issue de la double baisse de salaire de 93 et de la dévaluation de 94. Encore qu'on nous a menti sur la dévaluation. En 94, on nous a dit que la dévaluation qui a été faite était de 50%. C'est faux. C'était une dévaluation de 100%. On n'est pas dans un cours d'économie, j'aurais pris le temps de la démonstration pour que les Camerounais comprennent. C'était une dévaluation de 100%. Donc, on est dans telle situation. Au Cameroun, cela ne se produit pas. Vous voyez, lorsqu'il y a des grèves en Europe, ce qui importe les grèves, c'est que les travailleurs vont vous dire les tarifs des biens ont augmenté. Et comme c'est augmenté, ça veut dire que l'entreprise déjà réalise plus de profit. Sauf que l'entreprise va dire que j'ai augmenté les prix des billets parce que le prix du carburant a augmenté. Ils vont se retrouver en négociation pour évaluer le degré auquel on doit augmenter le salaire des employés. Parce que quelque part, l'augmentation du prix du billet découlant d'une augmentation des coûts de la vie quelque part se répercute sur le travailleur. Cela se fait toujours partout, sauf au Cameroun, où l'État regarde faire et laisse les populations se débrouiller comme elles peuvent. Okay, merci. Monsieur, on reprend l'introduction du doigt pour le 20h et on revient pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.